Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui continuent de s'abonner sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. À tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, allez vous abonner. On est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes audio, sur les réseaux sociaux. Vous allez nous trouver partout. Et ça nous aide énormément quand vous vous abonnez, quand vous commentez, quand vous partagez, quand vous faites toutes ces belles choses-là. Donc, un grand merci à vous. Salim! je te vois un peu découragé avec tout ce qui se passe. Oh my God! Quelle fin de session, franchement. I don't know. Je sais pas quoi dire. Oui. Écoute, cette fin d'année est quand même assez spéciale en termes d'actualité politique, disons. Et puis, ce qui nous tient en haleine depuis un mois maintenant, c'est toute l'histoire au Parti libéral du Québec. Quand même eu beaucoup de développement cette semaine, notamment avec la démission de Pablo Rodriguez, qui finalement, son passage au Parti libéral du Québec, à sa tête à tout le moins, aura duré à peine 6 mois, presque jour pour jour. C'est-tu la plus courte durée d'un chef? C'est la plus courte durée d'un chef de toute l'histoire du parti en 157, 158 ans d'âge. C'est aussi le seul chef de parti à n'avoir jamais siégé à l'Assemblée nationale. Oh, ça c'est vrai. Ah, c'est une bonne statistique. C'est-à-dire que même les chefs par intérim, tu me dirais, c'est un peu logique, un peu normal. Ouais. Et même les chefs par intérim ont bien sûr non seulement siégé à l'Assemblée nationale, mais ont siégé plus longtemps que monsieur... ont été chefs plus longtemps que M. Rodriguez. Mais c'est-à-dire que, tu sais, Salim, on le voyait venir, honnêtement, puis on l'a dit tellement de fois là, sur le balado, là, c'était une fin que je pense tout le monde s'attendait à voir. Oui. Je pense personnellement qu'il a pris la bonne décision. J'avais mal à voir comment qu'il allait demeurer là. Tu sais, il était devenu franchement la plus grande distraction. Les 2 derniers mois, peut-être, 1 mois et demi. Non, ça fait 1 mois. Là, du 17 novembre, on est le 19 décembre, donc 1 mois et 2 jours. 1 mois. Un mois, on parlait de rien d'autre que de Pablo Rodriguez, puis toute cette affaire-là que, en passant, personne ne comprend. On n'a aucune réponse. Personne ne parle. Les 2 personnes qui seraient peut-être impliquées ou qui auraient des réponses, mais ont disparu. Et on a complètement, ça fait ombre à tout ce que cette opposition-là a travaillé fort pour bâtir. Et ils sont venus de loin. Puis c'est pas juste Pablo, là, on parle de Dominique Anglade, on parle de... le chemin que les députés du Parti libéral ont dû parcourir. Tu sais, ça n'a pas été facile. Puis on le disait notamment sur le dernier épisode que ça doit faire tellement chier pour ces députés-là qui ont travaillé tellement fort pour arriver à une place, au moins dans les sondages. Puis on dit souvent, les sondages, ça veut pratiquement rien dire, mais au moins, tu vois, ça t'indique un certain progrès ou une diminution, dépendamment des chiffres qu'on voit. Mais on voyait doucement, ça monte. Des petites améliorations. Puis ça aide aussi à motiver les troupes, ça aide aussi un peu à motiver les députés, ça leur donne un peu confiance à continuer, à travailler fort, à faire tout le travail qu'ils ont toujours fait. Puis là, tout à coup, écoute, c'est fini. Là, du jour au lendemain, c'est comme si rien s'était passé durant les 2-3 dernières années. C'est frustrant, c'est frustrant. Ouais, non, effectivement. Mais écoute, moi, ce que je veux surtout souligner, c'est la dignité avec laquelle Pablo Rodriguez est parti, a quitté. Tu sais, la présomption d'innocence, malheureusement, c'est une notion qui est peu connue du monde politique. C'est-à-dire, peut-être dans la société, dans la justice, en théorie, c'est bien sûr
En tout cas, c'est là, puis c'est jusqu'à un certain point respecté. Mais quand t'es en politique, malheureusement, comme dirait Jean Lapierre, quand t'es pas cru, t'es cuit. Tu vois, puis écoute, c'est plate. C'est vraiment très plate parce que, évidemment, il y a des enquêtes en cours, puis on va les laisser se réaliser, etc. Mais si tu me demandes, moi, à la lumière de ce que je vois, de ce qu'on a vu dans les médias, de ce qui est sorti dans les médias, de ce qui a été rapporté et qui a mené à la démission de M. Rodriguez, M. Rodriguez, lui, se sent... il est innocent, il se sent innocent, puis il le clame, puis il te dit, moi, j'ai rien à voir avec ça, puis avoir su, j'aurais agi, etc. Alors, évidemment, sur ce côté-là, on peut raisonnablement croire qu'il n'était pas nécessairement... qu'il n'était pas... Pablo Rodriguez, là, je veux dire, il a une carrière où il n'a pas été... on ne l'a jamais accusé de rien, il a toujours été propre, on ne lui a jamais rien reproché, même lorsqu'il a occupé des fonctions infiniment plus importantes que celles de chef de l'opposition non élu au provincial. Et on ne lui a jamais reproché quoi que ce soit. Puis là, il démissionne sans qu'on ait la preuve de quoi que ce soit. Non seulement pas de preuve sur lui, mais même pas de preuve sur son entourage direct. Tu vas me dire, oui, on peut être prudent, on sait pas, les enquêtes vont peut-être montrer quelque chose d'autre, je sais pas. Mais à ce moment-là, il n'est pas responsable. Bon, maintenant, ça c'est le côté plus, entre guillemets, sentimental, comment tu vois la chose. Maintenant, d'un point de vue purement politique, ben oui, sa gestion de crise ou la gestion de crise qui a été faite pour lui ou qu'on lui a conseillé de suivre, honnêtement, était à bien des égards manquante. C'est vrai que c'est un fouillis. C'est pas une crise facile à gérer. Parce que c'est bien beau de dire que la crise a été mal gérée, mais qu'est-ce que tu fais on pourrait quasiment faire un podcast juste là-dessus puis analyser les situations et voir les différentes portes qu'on aurait pu ouvrir, fermer, réouvrir, refermer, etc. Mais bref, tout ça pour dire que politiquement, il n'avait pas le choix. Non. Politiquement, il n'avait pas le choix. Voilà. Son autorité comme chef, comme leader, était largement entamée, affaiblie par toutes ces histoires. Il n'avait pas le choix que de partir, mais c'est quelqu'un qui est parti. Il dit qu'il est parti la tête haute. Et écoute, je ne veux pas présumer de qu'est-ce que les enquêtes vont dire, mais jusqu'à date, ce qu'on entend, il n'y a rien pour dire « Hey, Pablo savait telle affaire, il a laissé telle affaire. » Non, c'est pas vrai. Et on le disait depuis le tout début, Salim, avec l'expérience que nous avons en organisation, avec les campagnes, les courses au leadership, toutes ces affaires-là, on le disait depuis le tout début, c'est une poignée de main de personnes qui voulaient prouver quelque chose. Je sais pas trop quoi, là, qu'est-ce qu'il leur a pris, mais on l'a dit depuis le tout début. C'est pas une affaire organisée, planifiée, de la magouille. C'est des imbéciles qui ont fait n'importe quoi, associés peut-être à 1, 2, 3 personnes proches de quelques députés ou, ça, on va le savoir avec le temps, mais... Potentiellement. Potentiellement, parce que, il faut pas tirer les conclusions. Non. Mais je veux dire, c'est juste pour faire une image de qu'est-ce qui pourrait être dans toute cette pyramide-là d'une organisation, tu comprends? Puis, on le savait qu'il y a, mais on savait quoi, qu'il n'avait pas le choix? Non, on le savait, on sait rien, mais ce que je veux dire, c'est que je suis convaincu que c'est rien qui est associé à Pablo et que c'est au bas de l'échelle, là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, il y a des noms qui sortent, des cocktails, des garden parties ou je sais pas trop quoi. Mais il y a rien jusqu'à date qui semble pointer du doigt Pablo Rodriguez comme étant celui qui a tout planifié ça, que c'était organisé d'une manière whatever, là, tu comprends? Donc, et c'est ça qui est dommage. Et pour revenir à sa démission et au
au fait qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Oui, il y a une crise, puis c'est pas la première dans sa carrière politique, puis même si il n'y aurait pas eu de crise maintenant, c'est certain qu'il y aurait eu une crise à un moment donné, dans le temps, 1, 2, 3 ans maintenant, je sais pas. T'sais, on est en politique. La politique, c'est une constante gestion de plusieurs crises, tu comprends? Donc, eventually, il y aurait eu quelque chose, mais c'est arrivé tellement rapidement et je pense que au moins dans la perception, les députés qui siègent derrière lui, mais ils ont vu un leader qui, de toute évidence, n'avait pas le nécessaire pour gérer une crise. Puis c'est pas sa faute, c'est pas lui qui l'a fait. Peut-être que c'est venu du champ gauche, je sais pas, mais quand tu es assis, puis tu es un député, puis tu viens d'avoir ton nouveau leader, ça va bien dans les sondages, on travaille. Là, tout à coup, il y a une crise parfaite. Comment on gère cette crise-là? Puis tu vois ton chef qui a de la misère. Mais je vais juste te dire un truc là-dessus. Je pèse mes mots un petit peu. Là, j'essaye de trouver les bonnes formulations. Tu vois, Pablo Rodriguez, quelque part, il est victime de son honnêteté au sens que lui, il s'est juste dit, je vais me lancer dans cette campagne, je vais faire la campagne. Moi et mon équipe, on va bien faire les choses. Il a fait donc confiance aux gens autour de lui, à qui il a redonné sa confiance juste avant de partir. Là, c'est quand il a fait son discours de départ, de démission. Et je pense qu'il aurait dû penser 2-3 coups d'avance à ce qui aurait pu se passer. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un petit côté chez les, peut-être, je sais pas, chez les idéalistes ou chez les gens peut-être trop honnêtes, parfois, il y a un petit brin de naïveté qui vient là. Puis je dis pas naïf dans le sens que il est pas bright, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, tu sais, naïveté dans le sens, ben non, on va faire campagne, puis on va faire campagne dans les règles, puis tu sais, mais voilà, le problème, c'est que quand tu fais campagne, ben oui, il y a du monde qui vont organiser un cocktail de financement. Puis c'est normal. C'est parce que quand on entend cocktail de financement, on a l'impression qu'il y a quelque chose de... Non. Cocktail de financement, parce que tu lèves des fonds, tu demandes à des gens de venir prendre une bière et... C'est pas fou. Je vais faire une petite parenthèse, Salim, je vais pas t'interrompre, mais c'est pas fou qu'il y a des termes maintenant qui étaient complètement... normal, standard dans le monde politique sont devenus tabous. Tu peux pas parler de cocktail, tu peux pas parler de financement, tu peux pas parler de... C'est fou. En politique, tu peux plus. Non, mais et pourtant la politique n'a rien inventé. Là, tu sais, je veux dire, quand tu veux lever des fonds, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça. Ben, il y a des 5 à 7 de financement, il y a des parties de golf de financement. Il y a, je sais pas moi, il doit y avoir 1001, tu sais, des soupers spaghettis, là. C'est pas juste en politique qu'on fait ça, là. Tu sais, des soupers spaghettis, il y a des organisations qui font ça. Pourquoi on appelle ça souper spaghetti? Écoute, ça coûte des spaghettis puis de la tomate, là, tu sais, c'est pas mal ça. Et une salle, puis on essaye de baisser les coûts au maximum et d'inviter des gens à venir. Tu sais, c'est l'objectif, tu sais. Puis en passant, tous les partis politiques font ça. Hein. La CAQ le fait. Ils se sont arrêtés pendant un moment parce qu'il y a eu un peu de mauvaise presse autour d'un truc, là, de donner accès à des ministres, pas whatever. Puis là, ils se sont remis à le faire. Le Parti québécois, ils le font. Et c'est normal. Je leur reproche pas. C'est pas parce qu'ils le font qu'ils sont croches, pas du tout. Au contraire. Moi, je pense qu'ils le font, ils font bien de le faire. Puis tant mieux que tout le monde le fasse, que le Parti québécois le fasse, que Québec solidaire le fasse, que la CAQ le fasse, que le PLQ le fasse. C'est normal. Ben, de toutes les manières, les partis politiques, aujourd'hui, ils peuvent récolter que 100 pièces par personne. Il faut qu'ils travaillent fort pour... Même quand tu veux, entre guillemets, frauder, là, à 100 pièces par personne. Faut que tu travailles fort pour frauder, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je peux comprendre que quand c'était 3000, c'était plus facile.
Mais en même temps, sans piège, j'ai envie de te dire aussi, c'est ridicule parce qu'il y a des partis politiques qui travaillent très, 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 très fort pour récolter très, 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 très peu d'argent. Ouais. Et puis quand ils récoltent très, très, très peu d'argent, tu sais, les gens, ils se disent, ah oui, mais l'argent, puis la politique, c'est pas bien. Oui, mais attendez un instant, là. Quand vous voulez qu'un parti politique, il ait un message, puis qu'il se rende à vous, puis que vous puissiez l'écouter, puis que vous sachiez chacun des partis politiques qu'est-ce qu'il propose et c'est quoi son offre politique à ce parti, et ça prend de te rendre jusqu'à eux. Pardon, à ce qu'ils se rendent jusqu'à toi. Mais alors, qu'ils se rendent jusqu'à toi, et ça prend des sous. Ça prend de faire de la publicité dans les journaux. Ça prend de faire de la publicité ciblée sur Internet. Ça prend de la je sais pas moi, des trucs de communication. Écoute, tout coûte de l'argent. Je comprends qu'avec les médias sociaux, etc., mais encore une fois, je veux dire, même les médias sociaux, si tu veux attirer l'attention au milieu de tout ce qu'il y a, il faut que tu sortes de l'ordinaire, il faut que tu aies du matériel, faut que tu... C'est normal. C'est normal. Enfin bref, là, je veux pas sortir du sujet, mais tout ça pour dire que, en tout cas, c'est plate pour M. Rodriguez, pour l'homme que c'est. On peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, on peut présumer que c'est injuste qu'il ait eu à quitter et que ce soit injuste qu'il ait pu être traité comme ça. Mais d'un point de vue politique, c'est pas pareil. D'un point de vue politique, c'est qu'il y avait une crise. C'est une crise qu'il n'a pas bien su gérer ou pour laquelle il n'a pas été assez bien entouré. Et c'est vrai que c'était pas facile. Puis c'est vrai qu'à la base de la crise, c'est pas lui. Puis c'est vrai que c'est tombé comme ça. C'est venu comme ça un peu du champ gauche et puis qui devait se battre contre un fantôme parce que les personnes qui savent ne disent rien. Et ceux qui disent rien, et ceux qui parlent, c'est ceux qui savent rien. Tu sais? Donc voilà. Bon, ça c'est sur M. Rodriguez. Bon, maintenant on a avancé quand même. Mais c'est ça, parce que là, premièrement, il a pris la décision parce que de toute manière, le jour d'après, les membres de son caucus allaient lui demander de démissionner. Et ça, c'est encore pire. Là, que le caucus lui-même te demande, regarde, retire-toi, on peut plus aller de même, on peut plus aller de l'avant comme ça. Donc, je pense qu'il a pris la bonne décision. Puis comme tu dis, oui, il avait l'air... c'est une bonne sortie. Il a pas brûlé la maison, là, tu comprends? Non, non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Il a très bien fait ça. Bon, maintenant, écoute, il a quitté avant que qui que ce soit lui demande de le faire. Donc, ça, je pense c'est acté. Maintenant, tu auras compris qu'il y a eu... des choses qui ont avancé un petit peu. C'est ça. Donc, le caucus du parti avec l'exécutif, ils ont sélectionné Marc Tanguay. Comme chef intérimaire. Donc, il devient encore... il redevient chef intérimaire. C'est un bon choix. Regarde, il a l'expérience. Il l'a fait pendant toute la course à la direction de l'année passée. Et c'est un des plus vieux dans le caucus. Il n'y en a pas beaucoup. C'est lui, puis Philomena, tu comprends? Donc, il n'y a pas... Philomena Roti. Donc, il n'y a pas beaucoup qui restent des anciens qui ont l'expérience. Donc, Marc Tanguay qui assume à nouveau les responsabilités de chef par intérim. Et là, on cherche un bouche-trou. Dans le fond, c'est ça. On veut quelqu'un qui... Plan B. Hello. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre plan A, il est tombé dans l'eau. Donc, on cherche. Alors, regarde, je pense que c'est intéressant que tu dis ça. Parce que c'est ce qui s'en vient, là. Il y a déjà un peu d'informations. Et puis, l'épisode sort demain matin. Donc, ça sera quand même relativement à jour comme information. Il y avait des personnes qui étaient pressenties pour aller à la course, à la direction du Parti libéral du Québec. D'abord, on est allé voir aux gens, aux deux candidats qui faisaient partie de la course, donc M. Milliard et M. Blackburn. Exactement, M. Milliard, M. Blackburn. M. Milliard qui est arrivé deuxième, rappelons-le, à environ 48% des votes au deuxième tour. Et pas des votes.
de 48% des points, là, parce que le système de votation était quand même assez particulier à la dernière course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et M. Blackburn, qui est arrivé, lui, 3e, mais qui était à 0,9% des points derrière Charles Milliard au premier tour. Donc, il est passé très peu d'arriver au deuxième tour et d'affronter Pablo Rodriguez au deuxième tour. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Effectivement, les deux, c'était les deux pressentis. Mais là, cet après-midi, donc pour ceux qui vont nous écouter le samedi, c'était hier, la veille. Monsieur Blackburn a annoncé qu'il ne briguerait pas la direction du Parti libéral du Québec et ne sera pas candidat aux prochaines élections générales qui auront lieu au mois d'octobre. Mais est-ce qu'on peut parler, avant de se rendre à Charles Milliard, parce que j'aimerais qu'on parle un peu de sa déclaration à lui. À M. Blackburn? À M. Milliard. Mais avant de se rendre à Charles Milliard, M. Blackburn, là, oui. Je pense qu'il a fait une erreur de sortir publiquement lors de toute cette crise-là et de critiquer Pablo Rodriguez, etc. Tu sais, je pense qu'il aurait dû garder un peu le silence, rester en arrière-scène, laisser les choses se développer. Tu peux pas aller en avant-scène, commenter, dire ce que tu penses sur le leadership de Pablo Rodriguez, puis là, tout à coup, sortir et dire, bon, je veux être chef. Moi, je sais pas, j'ai pas parlé à nos amis à Québec cette semaine, mais j'ai l'impression qu'il doit en avoir pas mal de personnes là-dedans qui sont frustrées des sorties de M. Blackburn durant la semaine, puis la semaine d'avant, là, partout publiquement. Là. Tu peux pas commenter. Tu étais un ancien candidat, tu as perdu. Si jamais il y a un intérêt, tu vois quelque chose se développer devant toi, il y a une possible crise dans ton parti, peut-être une réouverture d'une opportunité. Pourquoi tu sors publiquement? Tu sais, pourquoi tu mets de l'huile au feu? Reste silencieux. Je pense qu'il a fait une erreur. Je ne sais pas si c'est ça la raison qui l'a forcé à dire finalement, je ne serai pas de cette course-là, je ne briguerai pas la direction, je ne serai pas candidat. Je ne sais pas si c'est ça la raison, mais j'ai comme l'impression que ça peut être quelque chose à faire avec ces sorties publiques. Je pense que c'est une erreur. Écoute, je sais pas si ça fait partie de la réflexion. Probablement que c'était pas nécessairement. Il faut juste remettre un peu les choses dans le contexte, c'est-à-dire que Carl Blackburn, c'est vrai que disons qu'il avait laissé trop transparaître qu'il pourrait potentiellement devenir candidat lorsqu'il a fait, je pense, 1 ou 2 médias la semaine dernière, ce qui pouvait être un peu mal interprété. Je comprends ça. Je comprends que ça ait pu fâcher du monde aussi. C'est tout à fait compréhensible. Oui. C'est vrai. Est-ce que c'est ça qui l'a fait changer d'avis? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même plus que ça pour qu'il change d'avis. Parce que, tu sais, OK, ça aurait fâché du monde 1 semaine, 2, même pas. Puis le monde serait passé à autre chose s'il avait décidé d'annoncer aujourd'hui qu'il se lançait dans la course. Or, c'est pas le cas. Puis, tu sais, c'est vrai que M. Milliard a eu cette élégance, lui, de ne pas sortir dans les médias à ce moment-là et d'attendre. Mais bon, en même temps, puis on m'excusera de faire l'association, mais je veux dire, comment faire autrement de faire cette association-là? Mais les 2 anciens ministres, Jean Damour et Lucie Charlebois, qui étaient les coprésidents de campagne de Charles Milliard, sont sortis dans les médias, l'un pour dire « je souhaite qu'il marche en direction d'Ottawa », en parlant de M. Rodriguez,
et Madame Charlebois qui disait avec Pablo, on gagnera pas. Puis, en passant, ils ont le droit à cette opinion-là. Puis, jusqu'à un certain point, ils n'avaient pas de tort. Peut-être que dans la manière, disons, que de l'envoyer marcher vers Ottawa, c'était un petit peu... Je trouvais que c'était un peu dur. Mais au moins de dire que gagner... qu'on ne va pas gagner avec Pablo Rodriguez quand Mme Charlebois a parlé de ça. Disons que c'était un peu... Disons que ça se rapprochait un peu plus de la réalité, ou en tout cas, c'était un peu plus... disons que c'était plausible dans un argumentaire, là, tu comprends? Ouais. Alors, tu sais, la réalité, c'est que les deux camps étaient en train de voir un peu comment les choses allaient se passer, et les deux camps voulaient motiver leur candidat. Donc, l'ancienne gang à M. Milliard qui voulait sans doute trouver le moyen de mettre leur joueur sur le cheval, lui mettre un pied à l'étrier. Et d'un autre côté, je pense que c'était aussi la vérité pour l'ancienne gang de M. Blackburn. Au final... C'est sûr que pour M. Blackburn, ça paraissait mal parce que c'est lui qui est allé personnellement devant les médias versus l'autre personne où c'est pas elle qui a demandé aux gens d'y aller. Mais son monde à lui est quand même allé loin parce qu'ils ont demandé sa démission, là, alors que M. Blackburn n'est pas allé jusqu'à demander la démission. Mais bon, c'est vrai que c'était pas nécessairement très fort que de dire « je suis disponible ». Enfin, il n'a pas dit comme ça, là, mais on comprenait de son message qu'il serait disponible potentiellement si M. Rodriguez s'en allait. Mais au fin... Ouais, vas-y. Mais c'est-à-dire que, tu sais, maintenant, il reste Charles Milliard. Puis... premièrement, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. S'il va y avoir une course rapide, est-ce qu'il va y avoir un couronnement, on ne sait pas. Mais en attendant, bon, il y a eu la sortie de Carl Blackburn qui nous informe qu'il ne sera pas candidat. Puis il y a eu par la suite la sortie de Charles Milliard qui pour toi encore était un peu problématique avec ce qu'il a dit, là, les commentaires sur les réseaux sociaux. Ben alors attends, déjà, commençons par M. Blackburn qui va à la télévision pour annoncer qu'il ne se présentera pas. Monsieur Blackburn a dit... Comment je vais dire ça? Il a dit... En fait, il a quasiment encensé Charles Milliard. C'est comme si c'était un fait. Charles Milliard sera le prochain chef, puis a dit des mots très élogieux et très classe. On va le dire très classe. Pour des concurrents qui étaient déjà un peu concurrents avant dans leurs organisations respectives, qui se sont... les équipes, en tout cas, pas eux personnellement, mais les équipes ont croisé un peu le fer pendant le leadership l'année passée. Que monsieur Blackburn décide de quitter de cette façon, c'était quand même grand seigneur, j'ai envie de te dire. Bon. Voilà. Je pense qu'il a tracé le chemin vers un couronnement de Charles Milliard. Et c'était quand même assez bien fait. Maintenant, il y a une déclaration de M. Milliard sur les réseaux sociaux qui dit que M. Blackburn met fin aux divisions dans le parti. Je ne sais pas dans quel esprit ça a été écrit. J'imagine dans un esprit quand même bienveillant. Tu sais, je veux pas faire de procès d'intention, mais tu sais, je le comprends pas. L'interprétation peut laisser entendre que dans le fond, Carl Blackburn était celui à l'origine des divisions. Puis ça donne un peu l'impression que c'était des divisions. Mais tu sais, Pablo Rodriguez vient de démissionner, donc est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ces divisions-là ont un lien avec... Je sais pas. Écoute, je veux pas interpréter, mais il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire de ça. Mais c'était... Mais en tout cas, j'ai juste envie de dire... Il aurait pu l'écrire différemment. Ou oui, autrement. Exact. Parce que... Puis surtout que j'ai pas de doute sur la bienveillance de Charles Milliard, là, mais tu sais, le choix des mots...
utilisé dans des déclarations publiques qui plus est. Surtout dans ce moment-ci. Ce moment-ci, dans ce contexte-là, moi, je pense que le choix des mots est important. Et Charles Milliard, c'est quelqu'un de très intelligent, de brillant à bien des égards, là. Mais le choix des mots est important. Et si je me pose la question pourquoi ça a été écrit comme ça, j'imagine que d'autres l'ont lu puis se sont posé la question. Maintenant, regarde, si je suis dans le champ de patates, je suis dans le champ de patates. Mais tu sais, j'ai juste... mais encore une fois, c'est pas... Là, on est vraiment dans le technicalité, là, tu sais, dans le sens, c'est pas l'intention, c'est le message. Moi, je crois qu'il y a un décalage entre l'intention qui est très bonne et le message qui laisse pas tu sais, c'est juste ça. Hein. Donc, je veux pas qu'on interprète ce que je suis en train de dire comme étant Monsieur Milliard se comporte pas bien. Non, c'est pas ça. Je pense que ça comment dire, sa bienveillance, je pense qu'elle doit être là. J'ai pas de doute, en tout cas. Mais le message... Non, je suis d'accord avec toi. Mais là, qu'est-ce qui va se produire? Parce que là, une étape est franchie. Puis là, c'est le parti qui doit gérer ça de bonne manière. Parce que est-ce qu'on fait un couronnement puis on néglige complètement les membres du parti et on leur dit, bon, écoutez, là, c'est lui notre chef. Puis là, il va falloir faire face aux militants qui n'ont pas eu leur mot à dire? Est-ce qu'on fait une course rapide? Est-ce qu'on sélectionne un pourcentage du membership qui aura le droit à voter? Tu sais, il y a plein d'options maintenant pour le parti auquel ils peuvent se diriger et je pense qu'ils doivent faire ça très, très, très intelligemment pour ne pas causer plus de frustration. Si on s'en va vers un couronnement, est-ce que les membres seront frustrés? Est-ce que les membres vont pouvoir comprendre que, écoute, vu les circonstances, allons-y avec le deuxième choix qui est logique. Second best. Le premier n'est plus là, donc on va aller au deuxième. Est-ce qu'on leur dit, on fait ça, c'est une course éclair, on a 8 semaines et tout le monde va voter? Est-ce qu'on dit, regarde, ça va être l'exécutif avec le caucus et je sais pas quoi, là, tu sais, un pourcentage de chaque région qui va... Je sais pas comment ils vont faire ça, je sais pas c'est quoi qui est marqué dans la constitution du parti non plus, mais je trouve que la prochaine étape pour le parti doit être bien, bien, bien calculée pour éviter une autre crise à l'interne, cette fois-ci du parti, et pas du caucus là, qu'on a vu le mois dernier. Et en termes de relations publiques maintenant, si jamais tout est correct, là, toutes ces questions-là hypothétiques, on avance puis on procède à un couronnement avec Charles Milliard. En termes de relations publiques, ça revient à ça. Moi, le Parti libéral, il veut gouverner avec leur deuxième choix. Puis, est-ce que c'est ça le parti qui va diriger le Québec? Tu comprends? Il y a toute une suite d'affaires là, qui vont sortir. Et c'est juste une autre étape qui risque d'être encore challengée là, pour le Parti libéral du Québec. Oui, écoute, normalement... dans les statuts du parti, si je ne me trompe pas, normalement, lorsque un chef démissionne, il y a une course qui doit être organisée. Pour éviter une course, le couronnement, il ne se fait pas juste par désignation. Le couronnement, ça va vouloir dire que tu as une personne qui a décidé d'y aller et tout le monde se rallie derrière cette personne-là. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a rien. Puis oui, c'est là qu'on dit que tu es couronné. Tu es couronné, dans le fond, c'est parce qu'il n'y a pas de course. Mais oui, mais c'est comme s'ils font exprès pour ne pas avoir de course. Ils vont dire, regarde, on a 2 semaines limite à poser ta candidature, 3 semaines, puis là, on va faire... oui, mais ça ensuite, un parti a le droit de mettre les règles qu'il veut dans les circonstances où c'est pas... Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, là. La prochaine élection est dans 8 mois. C'est pas dans un an, là. On parle d'année préélectorale.
plus l'année préélectorale, là. Non, c'est non, les 8 mois préélectoraux. On est en plein dedans, là. Non, mais c'est ça. Donc, tu sais, donc, à un moment donné, oui, il pourrait mettre, je sais pas, moi, vous avez jusqu'à, je sais pas, moi, je dis une bêtise, là, jusqu'au 21 janvier, là, pour vous déclarer candidat. Et là, ils offrent à tout le monde la possibilité d'être candidat. Alors, celui qui se sent capable d'y aller, ben, il ira. Puis celui qui se sent pas capable, il ira pas. Et si tout le monde considère que Charles Milliard est la bonne personne, ben, tout le monde se ralliera autour de Charles Milliard et à la fin, il y aura un couronnement. Ouais. Mais donc, moi, je pense pas que les militants vont être fâchés d'un couronnement. Mais j'ai autre chose pour toi, par contre. Puis c'est important parce que... Mais attends, avant, est-ce que Charles Milliard a indiqué un intérêt? Oh bah, moi, je pense que le secret, c'est un secret de polichinelle parce que déjà avant la démission de Pablo Rodriguez, on le sentait, là, c'est pas, je pense que c'est un secret pour personne. Les gens reçoivent des informations, les médias en reçoivent, écoute, c'est comme ça. Ensuite, il a fait des déclarations publiques sur les réseaux sociaux. Puis la dernière concernant justement Carl Blackburn, ben, laisse peu d'interprétation. Puis même que Carl Blackburn, me semble, a dit... Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai interprété, tout du moins dans ce qu'il a dit à la télévision, que Charles Milliard irait peut-être, etc. Enfin bref, moi, en tout cas, pour moi, c'est de l'acquis que Charles Milliard y va. Ouais. Donc, il y a un candidat. Pour qu'il y ait une course, ça en prend deux. S'il n'y en a pas deux, ça veut dire que les gens se rassemblent derrière... tu vas me dire, enfin, c'est pas nécessairement évident. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de course que les gens se rassemblent derrière, mais s'il n'y a pas de course, il y a couronnement. Mais l'idéal, et j'imagine que c'est ça que M. Milliard recherchait dans son message, c'était de dire, s'il n'y a pas de division, unissons-nous autour d'une candidature, en l'occurrence la mienne, la mienne, pas Salim, la mienne Charles Milliard, puis en passant. Il n'y a pas personne qui pensait que j'allais me présenter. Là. C'est juste que c'est juste la manière dont je l'ai dit. Salim. Alors, mais en tout cas, bref, donc blague à part, c'est vers ça vraisemblablement, c'est vers ça qu'on s'en va. Bon, maintenant, moi, il y a juste un truc. Il y a un truc que j'ai dit sur ce podcast, il y a déjà, je sais pas, 2 ans peut-être. Je le pensais à l'époque, je le pense encore aujourd'hui, et je le penserai pour toutes les prochaines fois où un chef aura quitté ses fonctions. Moi, je suis toujours favorable à une course, sauf dans une seule circonstance. Quand c'est un grand nom qui arrive, puis là, c'est quelqu'un qui a la notoriété, qui a l'expérience, qui a tu sais, c'est l'espèce de gros calibre. Ouais, mais je te dirais même à ça, Salim, il faut laisser la place à la démocratie puis à la voix aux membres. Là, non, mais c'est ça que je te disais. Regarde, il n'y a pas de couronnement sans qu'il y ait à la base la possibilité que le monde se... Non, mais c'est pas ça. Je pense qu'il y a comme une petite nuance là que tu as mal compris. Je comprends ce que tu dis. C'est pas comme c'est lui. On laisse la chance, puis finalement, il n'y a pas d'autres candidats qui se présentent. Oui, mais c'est ça qui se passe. Ensuite, le parti a bien le droit, son exécutif, qui est légitime, parce que son exécutif représente aussi... c'est des instances qui représentent fondamentalement les membres. Là, c'est pas vrai qu'à chaque décision que le parti doit prendre, il faut que tu aies 15 000 membres on n'est pas Québec solidaire. Là, je veux dire, c'est pas... puis encore, Québec solidaire, ils ont bien le droit de le faire, mais Québec solidaire, ils ont même pas de chef, c'est des co-porte-parole. Donc, rendu là... Mais ce que je veux dire par là, c'est que Jean Charest, en 98, quand il est arrivé, c'était un couronnement. Mais c'était pas un couronnement dans le sens... Ne laissons personne se présenter
contre lui. C'était un couronnement dans le sens que tout le monde, y compris ceux qui auraient pu potentiellement avoir de l'ambition, se sont dit, OK, garde, moi devant un gars comme lui, je m'écrase. Ouais. C'est le gars ancien ministre fédéral, ancien chef de parti au fédéral, ancien vice-président du camp du non, la star montante de la politique, quelqu'un qui était un tribun, quelqu'un qui était... Bref, c'est quelqu'un qui a incarné aussi le camp du non à une époque qui était importante pour les fédéralistes. Et là, ça a été un couronnement. Mais le couronnement ne voulait pas dire on a empêché. Ah non, mais pour avoir Charest, on a empêché du monde. Non, personne n'a été empêché. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Fait que moi, ce que je dis, c'est que quand c'est un grand nom qui laisse aucune interprétation à quoi que ce soit, tu sais, ben, tu laisses passer. Tu sais, et c'est pas que tu laisses passer genre, tu demandes aux autres de s'écraser. C'est pas ça le point. Mais je veux dire, c'est que c'est si évident. Ça me dérange moins. Mais sinon, moi, je suis toujours favorable à une course. Ouais. Et tu sais pourquoi je suis favorable à une course? Parce que regarde dans la situation dans laquelle on est en ce moment. T'as Pablo Rodriguez qui a gagné la course la dernière fois. Ça veut dire, les militants, les membres du Parti libéral du Québec, après une course qui a été longue, ont décidé d'élire Pablo Rodriguez chef du Parti libéral du Québec. Pour les raisons qu'on sait, voyons, aujourd'hui, là, j'y arrive pas, M. Rodriguez n'est plus là. Étant donné qu'il y a un des deux qui était attendu, qui a décidé de se retirer, de ne pas se présenter à tout le moins, on avance doucement vers le couronnement de celui qui est arrivé deuxième la dernière fois. Et s'il y a couronnement, vraisemblablement, sauf surprise énorme, mais je pense pas, se retrouverait chef de l'opposition officielle non élu et se présenterait devant les Québécois comme potentiel premier ministre et va défier M. Legault et M. Saint-Pierre Plamondon à la prochaine élection en octobre prochain. Mais c'est quoi le message qu'un parti politique envoie lorsque tu envoies un petit peu la roue de secours? Mais là, en ce moment, c'est ça qui est un peu plate. C'est que moi, j'aurais préféré pour M. Milliard qu'il y ait une course, qu'il gagne une course. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, mais je veux dire, oui, une course, c'est clair. Ouais. Que M. Milliard la gagne. Parce que M. Milliard a des qualités indéniable. Mais tu dis ça, Salim, comme si tu sais d'avance qu'il n'y aura pas d'autres personnes intéressées à... on va laisser ce bout-là juste après, juste finir là-dessus, parce que je pense que c'est important de le dire. Monsieur Milliard est quelqu'un qui a un beau bagage. Il a un beau CV. Il est jeune. Il est dynamique. Il a énormément de qualités. OK? Tu veux que ton chef soit dans les meilleures dispositions. Si t'es libéral, si t'es de n'importe quel parti politique, tu veux que ton chef soit dans des dispositions où on ne va voir que ses qualités. Ses qualités de leader, ses qualités de compréhension économique, ses qualités d'être humain, ses qualités politiques. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que tu veux pas que ce soit genre, comme le politicien qui est en train de faire un discours, il est en train de faire le meilleur discours de sa vie, puis là, derrière lui, il y a comme une affiche qui est en train de tomber. Les gens, ils s'en foutent du meilleur discours de l'histoire, ils sont juste en train de voir l'affiche qui est en train de décoller derrière. Mais moi, je voudrais pas, pour M. Milliard, qu'on se dise, c'était pas lui le choix des militants, mais les circonstances a fait que il était deuxième et qu'il voulait. Ouais. Et c'est ça que je trouve un petit peu plate. Moi, je me dis, M. Milliard avait les capacités de gagner une course contre Carl Blackburn. Il était déjà passé devant la fois dernière. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il peut toujours y avoir des raisons pour lesquelles tu perds. Je veux dire, c'est à un moment donné,
Tu peux pas avoir la garantie de gagner là, dans quoi que ce soit, mais il aurait été clairement compétitif. Là, il y a pas de doute là-dessus. Et je pense qu'il aurait été capable d'aller chercher des gens qui ont voté pour M. Rodriguez la fois dernière. Et il aurait été capable de gagner contre M. Blackburn et d'avoir la pleine légitimité. Genre, pas j'ai été couronné parce qu'on n'avait pas le choix. Non, la pleine légitimité. Genre, je l'ai tenu, la légitimité. On a fait une course, je l'ai gagnée. Maintenant, la prochaine course, c'est contre M. Legault, puis c'est contre M. Saint-Pierre Plamondon, puis je m'appelle Charles Milliard, puis je veux devenir premier ministre du Québec. Tu commences, c'est un peu ça. Ouais. Moi, je vais dire une chose, Salim, parce que dans ma vie, dans mon expérience, dans tout ce que j'ai vécu, je peux dire une chose. Il y a quelque chose de spécial qui arrive dans les moments d'urgence où il y a une urgence d'agir. OK? Quand c'est ta dernière minute ou quand il y a quelque chose que tu as besoin puis tu as quelques jours à l'accomplir ou un mois, tu sais, le rush, là, que ce soit en affaires ou autre chose, là, quand il y a une vision puis quand tu as un deadline qui est comme pratiquement impossible, il y a toujours quelque chose de magique qui arrive. Et j'étais tantôt aujourd'hui quelque part, puis j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, bon, ben c'est fini, hein, le Parti libéral, regarde, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis là, je l'ai regardé, puis je lui ai dit, écoute, c'est pas fini, c'est jamais fini. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. On l'a vu au fédéral. Tu sais, en dernière minute, là, tu sais, t'avais un pied des miracles, ça arrive pas tous les ans, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une fenêtre, il y a une possibilité où il y a des élections qui arrivent en dans de, disons, 7-8 mois, là, en termes de rentrer vraiment en mode électoral. Disons, les mois d'été, on est pas mal à 100% en élection. Ta fenêtre est très petite. Donc, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais jamais, tu sais, les militants qui vont se dire, regarde, on n'a pas de choix. L'autre choix, à l'exception du Parti libéral du Québec, ben, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que vous voulez? Puis moi, je n'exclus pas une possibilité que le Parti libéral du Québec shoot en l'air, là, tu comprends? Peut-être que je suis dans le champ, I don't know, mais je suis pas prêt à dire que le PLQ, c'est fini. Je sais pas, tu comprends? Il y a des choses qu'on a vues se passer, puis tu sais, l'ambition des gens pour éviter un choix qui, à leur opinion, peut être désastreux, you never know. Écoute, il y a des gens qui sont pessimistes. Il y a des gens qui fantasment à l'idée que le Parti libéral du Québec soit juste disparaisse. Tu sais. Écoute, moi, je pense que c'est une institution. Quand tu as 157 ans d'âge, je crois que tu es assez solide pour passer à travers des crises. Ça peut durer. Écoute, là, le PLQ n'est plus au pouvoir depuis 2018. Ça va faire 8 ans l'an prochain, aux prochaines élections. Le PLQ a déjà été dans l'opposition pendant 16 ans, là, c'est-à-dire le double. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, je vois pas... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas renaître de ses cendres, ça ne veut pas dire que le libéralisme ne va pas reprendre sa place dans la société, ça ne veut pas dire... Écoute, je suis d'accord avec toi, il ne faut jamais tuer complètement un parti politique, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Bon, maintenant, soyons réalistes et voyons les choses avec une certaine objectivité. Le Parti libéral du Québec n'est pas dans une position aujourd'hui où on peut raisonnablement dire ouais, ils peuvent gagner les élections. Soyons. Je ne dis pas, vrai, c'est jamais impossible, mais soyons objectifs. Tout ce que je dis, c'est que du point de vue du Parti libéral du Québec, au lieu de se déprimer, de dire oh my God, une autre course, puis un autre chef, puis là c'est notre deuxième choix. Et j'espère qu'à l'intérieur du parti, puis dans les associations, puis etc. là, qu'ils voient ça comme une opportunité de dire, regarde, OK, on a traversé quand même beaucoup, on va se retrousser les manches, là, puis let's go, guys, OK? Puis c'est pour ça que je dis que la prochaine étape est très importante pour le Parti libéral du Québec. Puis ils doivent faire les choses correctement. Like, they cannot miss, tu comprends? Tu peux pas, t'as pas la flexibilité de faire des erreurs. Je sais que je rêve peut-être en couleur, mais je dis juste ça comme ça, tu sais, c'est peut-être pas fini. I don't know. Non, mais regarde, bon, de toute façon, peut-être pas fini. Encore une fois,
c'est une question... Moi, je dis en toute objectivité qu'au moment où on se parle, c'est très difficile. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, regarde les sondages depuis des années maintenant. Et les derniers sondages où, malgré qu'il y ait eu une embellie, il y a eu ça a baissé, etc. Puis, franchement, tu sais, je veux dire, je serais malhonnête de dire, ah ouais, non, moi, je pense que ils sont encore compétitifs. Au moment où on se parle, pas vraiment, tu sais, Non. pas vraiment. Non, Tu sais, faut être objectif. Alors maintenant, un parti peut puis tant mieux à la fois pour le Parti libéral du Québec et la démocratie au Québec d'une manière générale, c'est-à-dire d'offrir des choix à la population, que le Parti libéral se relève un tant soit peu, avec Charles Milliard, par exemple, c'est-à-dire arriver dans les meilleures dispositions à la prochaine élection, faire une bonne campagne, présenter une belle offre politique aux Québécois et faire des gains, tu sais, là, tu sais, je sais pas, là, ils sont... Écoute, en 2022, ils étaient 21. Tu sais, on va comparer juste les élections. Ils étaient 21 en 2022. Écoute, en 2026, peuvent-ils passer à 34, 36, 38, 40? Tu sais, puis ça, déjà, ce serait une belle amélioration. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que, à ce moment-là, quand bien même ils ne formeraient pas le gouvernement, que les Québécois leur ont demandé de former une opposition forte. Et que leur voix compte. Et que ce n'est pas une carte blanche pour le parti qui fera le gouvernement, selon toute vraisemblance, le Parti québécois. Tu sais, envoyer assez de députés fédéralistes contrer des politiques qui vont être souverainistes, par exemple. Ouais. Alors, look, la tâche est très lourde. La tâche est très lourde pour le Parti libéral du Québec. Puis je suis d'accord avec toi. Quand on voit la réalité aujourd'hui, tu te dis, avec l'expérience que nous avons, Salim, c'est comme, look, it's done. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de notre mieux. Mais il y a aussi les circonstances politiques puis électoralistes derrière le sujet de la souveraineté. Tu comprends? Les campagnes que nous avons organisées, Salim, moi, je peux revenir en arrière dans l'analyse de tous les chiffres puis toutes les statistiques. Quand venait sur scène la question de la souveraineté, un possible référendum, au moins dans le comté où moi j'ai travaillé, tu as vu la participation grimper comme tu peux pas imaginer. Et on s'enligne vers ça. Tu comprends? So, est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter et faire le plus qu'ils peuvent? Ah non, on sait pas, mais je te dis que il peut avoir une opportunité, au moins, et j'espère qu'ils voient ça de façon optimiste. Mais oui, je comprends je suis d'accord avec toi que, voyant les chiffres, il n'y a pas beaucoup à être encouragé. Georges, en même temps, là, sincèrement, les choses au Québec, là, vont mal à peu près partout, là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est la perception que les gens ont, c'est que les choses vont mal. Et là, tu vas dire aux gens, votez pour moi parce que je veux rester dans le Canada. Parce que, honnêtement, là, Georges, ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Puis sincèrement, autant que je suis fédéraliste et que j'aime mon Québec fort dans un Canada uni, là, c'est pas c'est pas une offre politique. C'est pas une offre politique. Parce que je vais te dire une affaire, là. Regarde ce qui s'est passé, là. On va en parler rapidement, là, parce qu'on est en fin d'épisode, là, mais avec des missions de M. Dubé, avec les trucs avec les médecins, on essaye de faire des réformes, des trucs, etc. Les gens, ils voient ça, puis ils se disent, OK, ça va pas très bien. Puis là, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui arrive, puis dit, hey, on va régler tout ça avec un référendum. Tu sais, il se défend de dire ça. Lui, il dit que c'est pas ce que je dis. Mais fondamentalement, quand tu l'écoutes, franchement, là, en toute objectivité... La solution pour tous les problèmes, c'est un référendum? C'est un référendum, mais un référendum identitaire comme jamais on l'a vu auparavant. Là, donc, voilà. Et parce que es-tu capable de me dire c'est quoi son plan économique? Non. Es-tu capable de me dire comment il va régler les problèmes en santé? Non.
Est-ce que tu vas me dire comment il va régler les problèmes en éducation? Non. Est-ce que, honnêtement, là, je m'excuse, mais tu sais, je suis quand même assidûment la politique. Oui, je peux en échapper, là, tu sais, je veux dire, je sais pas non plus tout à la minute, je lis pas tous les communiqués de presse qu'un parti politique va envoyer, etc. Mais d'une manière générale, est-ce que c'est un... Alors, peut-être que eux le savent. Mm-hmm. Puis sais-tu quoi? Je crois qu'ils savent. Oui, mais c'est le même argument que tu peux faire avec les autres partis mais aussi, Salim. Le Parti libéral, c'est quoi son plan, lui, là, pour l'économie, pour les médecins? Oui, mais genre, je le sais, mais je l'ai dit 1001 fois. Et j'étais justement en train de te le dire juste il y a 2 minutes. Je te disais, le PLQ, c'est pas assez qu'ils disent non. Que le non au référendum, c'est pas assez. Je le dis. Donc, je suis pas en train de favoriser un parti versus l'autre. C'est exactement... En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que je les mets tous les deux sur le même pied d'égalité. La seule chose, c'est qu'il y en a un qui a l'air d'être en santé et qui est en tête des sondages, puis l'autre qui a l'air malade et en bas des sondages. Ouais. Mais la réalité, c'est que pour moi, les Québécois veulent plus qu'un oui ou un non. Et sincèrement, quand toi tu me dis « Ouais, mais ça se peut que si c'est une élection référendaire, que le PLQ finalement fasse mieux que prévu. » Moi, mon point de vue, je dis pas que je suis pas d'accord avec toi. C'est possible. C'est éventuellement, on le verra. Moi, mon feeling, c'est que le monde veut plus qu'un oui ou un non. Le monde, ils veulent une offre politique sérieuse. Ils veulent une... Et sais-tu quoi? Sais-tu ce qui me fait dire ça? Comment ça explique d'abord les sondages, Salim? Oui, mais justement. Mais s'il n'y a pas de plan qui vient du PQ, puis qui est premier dans les sondages sans un plan tangible ou compréhensible pour que les gens disent « Ah ouais, lui, là, il a des bonnes idées, je suis favorable au PQ. » Très bien. Ah, OK. Bon, ben, tu m'ouvres une porte, là. Très bien. Fantastique. C'est exactement là où je voulais m'en aller. Moi, ce qui me fait dire ce que je viens de dire, ce sont justement mes interprétations de sondage. Chacun peut faire les interprétations qu'il veut, là. Tu sais, je parle genre des gens qui nous écoutent et autres. Mes interprétations... Quand je vois le PQ aussi haut dans les sondages, mais que la souveraineté, elle, par exemple, est plus basse, ça veut dire que, fondamentalement, tu as des gens qui sont... qui seraient prêts à voter pour le PQ, mais pas nécessairement pour son projet numéro 1, sa raison d'être, sa raison d'exister même. Tu sais? Tu vas me dire, oui, mais Salim, tu étais en train de dire qu'il ne faisait pas d'offres nécessairement politiques, un peu comme les libéraux sur les... Un instant. Moi, j'ai comme l'impression qu'en cherchant l'alternative, parce que malheureusement en politique, souvent, on ne vote pas pour un parti, on vote généralement contre un parti. Je te dis pas que c'est la façon la bonne façon de voir les choses. Non, mais c'est vrai. Moi, personnellement, je vote en fonction de mes valeurs. Je vote pas contre d'autres partis politiques, mais malheureusement, c'est la politique aujourd'hui ou depuis un certain temps, ou peut-être depuis toujours, ça a été ça. Malheureusement, tu votes contre. Tu as une population qui est arrivée à saturation en lien avec la coalition Avenir Québec et M. Legault, à tort ou à raison, mais les gens sont fatigués de ça. C'est un peu normal dans le cycle démocratique. Qui cherche une alternative à M. Legault. Et quand ils se tournent pour voir les alternatives, ils voient un parti qui navigue dans le brouillard, qui est le Parti libéral du Québec, et ils voient un autre parti qui est tout petit, tout menu, à cause du fait qu'ils étaient 3, là aujourd'hui ils sont 5. 6, pardon, à l'Assemblée nationale. Mais animé par un Paul Saint-Pierre Plamondon qui a réussi à connecter avec la population, qui a fait certaines bonnes interventions, etc. Puis on va pas repasser et redire tout ce qu'on a dit depuis 3 ans sur ce podcast où on lui a donné raison je ne sais combien de fois, là, sur certains aspects à tout le moins. Et là,
ben, mets-toi à la place de l'électeur qui n'est pas genre un grand analyste politique ou des mordus de politique comme toi ou moi. C'est l'électeur qui voit juste ça passer puis qui te dit, ben, regarde, Monsieur Legault, là, moi je suis fatigué. Les libéraux, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Parti québécois, là, tu sais, jeune homme qu'ils connaissent maintenant de son prénom, Paul, ben, moi, je le trouve pas pire. Garde la souveraineté. Garde, je suis pas d'accord, là. De toutes les manières, la souveraineté, il faut bien que je vote pour, là, dans un référendum. Si un référendum, je voterai non, mais lui, je le vois PM. Ouais. Ben oui, tu sais, honnêtement, c'est par élimination. Et moi, ça me fait croire que le vote du PQ, c'est pas qu'il est pas solide. Parce que moi, à mon avis, le PQ va faire une... Ben, en tout cas, si tu me donnes mon avis, le PQ va se faire élire aux prochaines élections. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est ce que je sens, ce que je ressens. Mais ça va être un petit peu par défaut. Ça va être un peu par défaut. Puis c'est pas pour réduire le PQ que je le dis, mais la réalité, c'est que le projet numéro 1, la raison d'être de ce parti-là, les gens n'en veulent pas. Plus de 65% des Québécois n'en veulent pas. Donc, c'est là où j'en suis. Mais là, ça nous amène à la CAQ. Il y a plein de choses qui bougent. Puis là, tu vas me dire, tu te contredis toi-même, George. Mais moi, j'ai l'impression que le vote fédéraliste, durant la prochaine campagne, si on assume que le PLQ sera toujours au niveau où il est en ce moment, c'est pas impossible non plus qu'on se pince le nez puis on dit, regarde, si j'ai à choisir entre un parti qui veut faire un référendum puis un autre parti, même si c'est pas le Parti libéral du Québec, le vote libéral, moi j'ai l'impression, Salim, que si tu as un choix, ben c'est ça, tu le pinces le nez puis tu votes CAQ parce que c'est la seule autre alternative. Donc, tout ça pour dire que moi, je n'élimine pas non plus la CAQ là, dans la prochaine campagne. Évidemment, il y a plein de temps encore. Là, on a 10 mois ou 9 mois, disons, avant la prochaine élection. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais eux aussi, ils traversent une petite tempête là, à l'interne. On a vu le pauvre M. Dubé qui a dit qu'il allait compléter son mandat jusqu'à la fin parce que la seule chose qu'il voulait faire, c'était, selon lui, d'arranger le système de santé, le mode de rémunération des médecins, tout un kit, un projet de loi, franchement, très, très, très lourd, là, qui ont passé sous le bâillon. Il est allé au bat, M. Dubé, là, le ministre Dubé. Et pourquoi? Pour voir finalement le premier ministre aller le devancer, aller négocier lui-même, c'est quand même embarrassant. C'est quand même embarrassant. Oui, la ministre au Conseil du Trésor. France-Hélène Duranceau. Oui, ben c'est ça. Ben regarde, tu sais quoi? Puis attends, on l'a dit tellement de fois, s'il y avait un ténor dans ton caucus, dans ton conseil de ministres, c'était bel et bien M. Dubé. Comment tu peux faire ça à lui? Mais regarde, je pense qu'il ne faudrait pas trop le suranalyser. Il l'a désavoué. Mais ça, il n'y a pas d'autre explication. Il l'a désavoué, l'autre, il part. T'sais. Mais je pense pas qu'il y avait d'autre choix là, pour M. Dubé. Comment tu peux faire pour rester quand tu as mis toutes all your eggs in one basket, comme on dit, tu as mis tout ce que tu avais, tout l'effort que tu voulais faire jusqu'à la fin de ton mandat, c'était ce projet de loi-là. Puis ton chef t'a dit, regarde, tasse-toi, là. Ouais. Ben, c'est ça. Mais exact. Mais tu sais, c'est exactement ça. Est-ce que tu penses que ça va affecter quelque chose dans la dynamique, dans son caucus, dans son conseil des ministres? C'est un autre député caquiste qui va siéger comme indépendant maintenant. Ben oui. Mais, tu sais, moi, je pense que... Bon, regarde, c'est une fin de deuxième mandat délicate et difficile pour M. Legault. Il perd l'un des joueurs les plus importants. Pour moi, entre lui et M. Girard, c'est vraiment c'était les deux gros morceaux de ce gouvernement-là. Ouais, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres qui étaient importants politiquement là, sur les questions identitaires et tout, là, mais eux étaient quand même très, très solides.
Monsieur Dubé qui décide de partir, c'est un coup dur. C'est un coup très dur, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est un coup dur qui ne va pas durer non plus très longtemps parce que les prochaines élections sont dans 8 mois. Bon, la perception n'est pas nécessairement très bonne, on va se le dire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait amener M. Legault à reconsidérer son avenir politique? Honnêtement, moi, je pense pas. Je peux me tromper, évidemment. Moi, je pense pas. Moi non plus. Moi, je pense que M. Legault, il veut se présenter aux prochaines élections en disant, regardez, vous avez le choix entre Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut faire un référendum et qui, selon toute vraisemblance, n'a pas de grandes expériences à faire valoir en politique, à tout le moins. C'est-à-dire de gestion à haut niveau, etc. Là. Et vous avez de l'autre côté un Parti libéral du Québec qui se cherche, continue à se chercher, puis ne s'est pas encore trouvé. Puis regardez, ils ont fait une première chefferie, ils ont fait une deuxième chefferie. Ouais, ils sont en mode survie. Là. Non, mais politiquement, c'est ça qu'il veut jouer. Ouais, c'est les soins palliatifs. Là, non, mais c'est ça qu'il veut. Puis il va dire, OK, vous n'avez pas tout aimé de moi. Je comprends. Je vous comprends. Mais votre choix demeure toujours entre Paul Saint-Pierre Plamondon, le prochain chef libéral, toute vraisemblance Charles Milliard. Et une équipe expérimentée en gouvernance. Le troisième choix. Et oui, exactement. Alors, et puis surtout que dans l'équipe de M. Legault, il y en a un certain nombre qui ne vont pas se représenter, donc j'imagine qu'il va aller recruter, donc il va essayer de dire, moi j'ai quelques nouveaux visages à vous présenter. Ça se peut bien, ça se peut bien. Écoute, c'est tôt pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Juste un instant pour dire que suite au départ de Madame Monsieur Dubé, c'est Madame Sonia Bélanger. Ouais. Qu'on salue. Moi, Salim, je l'ai connue, Madame Bélanger. Elle était la directrice, imagine-toi, c'était les C3S, c'était même avant les CIUS. Donc, elle était la directrice à l'hôpital Jean Talon qui était dans notre comté. On a beaucoup travaillé avec elle. C'est une madame, honnêtement, d'une grande compétence. C'est bon. Écoute, moi, je suis très content pour elle. Je la connais, évidemment, personnellement, Sonia Bélanger. Tu vas l'inviter, elle va venir nous en parler. J'espère, oui, c'est certain qu'on va l'inviter. Mais j'espère, honnêtement, je lui souhaite beaucoup de courage parce qu'elle rentre dans un cabinet que maintenant, c'est pas mal bouleversé avec tout ce qui s'est passé. Donc, c'est une grande responsabilité, mais moi, je suis confiant. Moi, là, je la connais, puis j'ai toujours aimé. Je l'ai toujours aimé, Sonia Bélanger, puis je pense que c'est une bonne nomination. Ouais. Un dernier message. Je reviens très rapidement au PLQ. Tu sais, dans tout ce brouhaha-là, il y a des personnes à qui on ne pense pas, ou on pense très rarement, parce que ce sont des personnes de l'ombre. C'est le staff politique. Puis le staff politique est passé par toutes sortes d'émotions dans les derniers mois, dernières années. Tu sais, parce que ce sont tous des emplois... comment dire, avec fragile. Fragile. Mais... C'est des sièges éjectables. Ouais. Puis tu sais pas comment ça se passe. Il y a déjà eu beaucoup d'instabilité l'été dernier lorsque M. Rodriguez est arrivé et que lui et Mme Risky, etc., ont dû un peu remanier les équipes, etc. Puis il y a des gens qui ne savaient pas s'ils allaient garder leur emploi ou non. Ils ne savaient pas s'ils devaient chercher ailleurs ou pas. Puis si tu cherches, ça paraît mal. Mais si tu ne cherches pas, tu peux te retrouver sur le carreau. Et souvent, c'est des personnes qui pourraient... Tu sais, je veux dire, avec un instant, là, tu sais, avec la crise de main-d'œuvre en ce moment, là, c'est toutes des gens qui ont... Toutes des personnes, pardon, qui ont des qualités qu'ils pourraient faire valoir ailleurs. Mais ils sont en politique alors qu'ils travaillent de longues heures pour souvent des salaires qui sont... ils sont pas mauvais, mais qui pourraient être plus élevés. Mais oui. Et ils comptent pas leurs heures.
Et ils travaillent très fort. Puis pour certains, c'est d'anciens collègues qu'on a déjà connus. Pour d'autres, c'est des nouveaux ou des plus jeunes. Et honnêtement, c'est des gens qui gardent le fort. Et tu sais, parmi ce monde-là, les chefs peuvent passer, là, mais eux, ils restent. Et le jour où ils restent, le jour où ils partent, ça fait des dégâts. Alors, et des staffs comme ça, il en existe au Parti québécois. Il en existe aussi à la Coalition Avenir Québec. Il en existe très probablement à Québec solidaire aussi. Et je pense qu'on parle vraiment beaucoup des politiciens dans leur crise, etc. Mais leur crise a un impact direct sur d'autres personnes. Moi, je leur tire mon chapeau. Ouais. Comme ancien staffer moi-même. On leur souhaite beaucoup de courage. Salim, c'est notre dernier épisode de l'année. Tu ne veux pas me revoir la semaine prochaine, toi? On va prendre un bon petit 2 semaines en famille. On va se reposer un peu. On va souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde et une bonne année. Écoutez, le podcast cette année a littéralement explosé. C'était une année exceptionnel pour le balado, puis on vous remercie pour tout l'appui, tous les commentaires, toutes les belles choses que vous faites là. Et regarde, nous, on va continuer. On a vu un peu le progrès cette année, puis honnêtement, c'était fou de voir le balado sur les charts parmi les meilleurs et les plus écoutés à travers le Canada dans la catégorie de la politique. Franchement, on pouvait pas espérer des résultats comme ça qu'on a commencé. Donc, merci à vous tous. Continuez à nous écouter, à nous appuyer, allez vous abonner, commentez, faites toutes ces belles choses-là. On vous aime. L'année prochaine va être une autre année exceptionnelle avec des élections, avec une course peut-être à la chefferie du PLQ ou un couronnement ou whatever là, qui va arriver. Ça va être très excitant au niveau politique là, l'année qui s'en vient. Joyeux Noël et merveilleuse fête. Ciao tout le monde! Passez un beau temps des fêtes. On se voit très bientôt. Ciao!